il y a des gens encore qui refusent d'aller dans l'usager. Là. Un des freins majeurs, c'est que les gens se disent, vu que je donne un organisme, faut pas que je l'enlève à quelqu'un. Ah, quand même. Mais ça Fait part que d'une bonne... c'est une belle valeur, mais Ben la oui. quantité, les gens ne comprennent pas la quantité qui est donnée, c'est qu'on n'enlève rien à personne. Puis en plus, chaque personne qui vient consommer vient aussi aider l'environnement puis l'économie locale. Allô, Éric. Allô, Elfie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Cool. Ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu viennes aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ben écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Nous, on se connaît parce qu'on s'est côtoyés à quelques reprises dans des événements. Je connais un peu ton parcours parce que je l'ai lu, mais avant de parler de ton rôle chez Renaissance puis de Renaissance, moi, j'ai envie que tu me dises, toi, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à occuper ces fonctions-là, que tu es directeur général chez Renaissance? Fait que tu as un parcours super riche. Parle-moi de toi avant qu'on parle de ça. Bon, c'était intéressant. C'est drôle, c'est vrai qu'on s'est côtoyés souvent dans des dîners officiels où on s'est rencontrés. On était comme pris à côté. Ben oui, là. souvent, hein, ça a donné qu'on était sur la table. Moi, je suis arrivé vraiment par hasard chez Renaissance. J'avais pas prévu ça dans mon parcours. J'avais pas prévu d'aller dans le communautaire. J'avais même des idées préconçues d'aller travailler dans le communautaire. Je trouvais que... Comme quoi? Je me disais, mon Dieu, le communautaire, il travaille pas tant que ça. Ça doit être simple. Est-ce qu'il n'y a pas de challenge? Il n'y a pas de défi? J'avais ces idées-là, il y a 20 ans. Puis quand je suis arrivé, je ne pensais pas rester du tout. Je trouvais ça le fun quand j'ai été embauché, mais je pensais pas... Je suis tombé en amour. J'étais un peu comme Beau Bélix, je suis tombé dedans. Je suis tombé en amour avec un modèle. Fait que moi, je venais du commerce de détail, donc le modèle de commerce de détail. J'étais un gars qui vient du commerce. Je viens d'une famille pas aisée, qui m'a donné plein d'amour et tout, mais je suis le premier diplômé d'une famille. Fait que j'ai grandi dans le commerce. J'ai gravi les échelons parce que j'ai eu des gens qui ont cru en moi un peu partout dans le commerce et j'atterris dans cette organisation-là. Ça fait que j'ai comme... Chez Renaissance. Chez Renaissance. Okay. J'ai comme jumelé une passion du commerce de détail avec mes valeurs intrinsèques de l'être humain. Et ça a comme explosé à l'intérieur de moi, puis je suis resté là. Ça fait que je viens pas de Montréal, je viens de région. J'ai vécu un peu partout au Canada pour apprendre l'anglais. J'ai voyagé, je travaillais dans le pur commerce du détail et je suis arrivé dans ce modèle-là, puis je suis tombé en amour. Et là, ça fait, disons, 20 ans, mais j'ai quitté un petit bout, là, mais... Puis tu faisais quoi dans le commerce de détail? Ah, mon Dieu! J'ai été gérant de magasin, assistant gérant. En fait, Opération. Pour ceux qui peuvent nous écouter, j'ai travaillé chez Wilco, qui n'existe plus, qui a été racheté par Walmart. Moi, je me rappelle. Ah oui, OK. Ça trahit notre âge. Fait que j'ai été que dans les opérations tout le temps. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi. Puis j'ai grandi, j'ai un district, j'ai géré plusieurs districts. Mais le produit, pour moi, c'était pas une option qu'il fallait choisir. Tu sais, j'ai travaillé dans l'électronique. J'ai jamais joué à des jeux électroniques. J'ai été dans le chocolat. Ça, j'aime ça. Puis le vêtement, on aime tout s'habiller. Mais tu sais, j'ai pas une fibre de vendeur. J'ai une fibre plus d'entrepreneur puis de leadership. Mais je n'étais pas le meilleur vendeur. On dirait que dès qu'on me mettait vendeur, ça ne marchait pas. Je n'étais pas vendeur, j'étais excellent. Mais j'ai appris au travers des petites boutiques, les grands magasins, mais ma spécialité était plus comme magasin mid-size. Là. OK. Puis j'ai gravi les échelons en travaillant. En apprenant le leadership, le commerce n'était pas un domaine qui était très prisé. Dans les années 90, où on finissait l'école, le taux de chômage, j'ai resté à Québec longtemps, c'était comme 14-15 %. Donc, on en retrouvait, mes collègues, ils étaient des architectes, des ingénieurs, des urbanistes. Tu sais, il y avait plein de monde qui venaient travailler dans le domaine, mais pas des gens de commerce. Aujourd'hui, il y a des gens qui décident de faire une carrière. Mais dans le temps, c'était comme minime. Fait que, puis moi, je suis comme, j'avais pas de plan dans ma vie. J'avais le goût de réussir dans quelque chose que j'aime. Moi, je vais me lever le matin, puis ça soit comme pas une job, là. Tu sais, que tu t'accomplis. Puis t'as-tu réussi? Ouais. C'est bon, ça? Ouais. Puis quand est-ce que tu as réalisé ça? Fait que dans le fond, tu as joint Renaissance, tu as quoi, 15 ans? 13? La première fois que j'ai mis les pieds chez Renaissance, c'est le 14 mars 2025. Donc, le vendredi passé, c'était la première fois. J'ai quitté en 2008, puis j'ai quitté Montréal, puis je suis revenu en 2011. Fait que j'ai été comme 3 ans pas là. T'as-tu dit 2025 ou 2005? 2005. J'ai dit 2025. Ben, j'ai compris 2025. C'est ça fait 3 jours. J'étais là, c'est récent. 2005, puis j'ai quitté 3 ans. J'étais revenu en 2011. Fait que là, comme 14 ans ou presque, je suis là. Puis pourquoi t'es parti, pense-vous là? Parce que j'ai quitté Montréal. OK.
question de couple, là, pour voyager, pour aller travailler à l'extérieur. Ça fait que, là, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit juste une personne qui décide dans la vie. Fait que je suis parti, je suis revenu à Montréal. Puis quand je suis revenu, j'ai demandé au directeur général si je pouvais revenir. Donc, quand tu me poses la question, quand je suis revenu, c'est là, je savais quand je voulais revenir que c'était la fibre qui me manquait dans ma vie. J'étais heureux d'un poste que j'ai eu quand même, là, même si j'ai certains postes, j'ai pas été si heureux que ça, mais l'accomplissement d'une vie ne provient pas juste de prendre une retraite à 55 puis aller dans le sud ou ça vient pas juste d'avoir 3 semaines de vacances ou d'avoir des enfants. C'est l'accomplissement, c'est l'ensemble. Mhm. Puis le travail, on se dit que la majorité du temps, on le passe là. Ben, il faut comme que tu sois heureux. Fait que le bonheur vient aussi de est-ce que je m'accomplis? Puis moi, j'ai quitté des emplois dans ma vie que quand je savais que je me tapais moi-même ses nerfs, je vais taper ses nerfs des autres. Fait qu'il faut sacrer notre camp parce qu'on est leader. Chez Renaissance, quand j'ai décidé de revenir, j'avais cette fibre à l'intérieur de moi qui était l'humain, que je l'accomplissais ailleurs, mais pas total. OK, je comprends. La prise décisionnelle, elle va être aussi difficile chez nous à prendre parce qu'il y a de l'argent à faire, puis il faut payer nos comptes. Mais dans la pandémie, il y a des décisions qu'on a prises que ben, peut-être pas j'aurais fait la même chose. Genre, continuer à payer nos fournisseurs pour du stock qu'on a acheté à 100% ou payer 100% de nos loyers ou respecter nos ententes parce qu'on a signé et on a un nom. Puis, je dis pas que les autres n'ont pas de nom, mais on a le choix parce qu'on n'a pas d'actionnaire à nourrir. Donc, et garder 100% de nos employés, ben, on a un choix, on peut faire parce qu'il y a une mission sociale dans ce qu'on fait. Donc, il y a une pérennité. Fait qu'il y a comme un... Dans le travail qu'on fait à l'intérieur de soi, ben, c'est comme tu remplis à l'intérieur de toi les valeurs en même temps que ben, le leadership que tu peux mettre en place dans tes compétences. Fait que tu peux travailler dans le marketing, les ressources humaines, Mhm. ou direction générale, mais il y a quelque chose dans une entreprise d'économie sociale qui permet ça. C'est que personnellement, ça a été la flamme qu'il fallait absolument que je voulais revenir. Puis c'est quoi ces valeurs-là quand tu dis, tu sais, les valeurs que vraiment, qui me parlaient principalement? Ben, je suis un social-démocrate. Fait que moi, je crois que l'économie doit être au service du citoyen. Mhm. Puis, mais il faut avoir une économie forte. Puis, il faut accepter que tout le monde participe. Puis, tout le monde a le droit à sa place au soleil. Fait que, venant pas d'une... Disons, on a eu la chance, mais ils l'ont pas facile, mes parents. Puis, je me dis, mais tout le monde a le droit à sa chance. Tout le monde est Mhm. égaux. Puis, donc, l'équité, l'égalité, la diversifier, respecter l'être humain, tout le monde est pareil. L'homme et la femme, une nationalité, tu as une religion différente. À la fin, on est tout un corps avec une tête et une intelligence. Et on peut tous participer à la société. Puis jumeler ça avec l'environnement où ce qu'on peut faire du bien. Puis on va se le dire, là, il y a 20 ans, là, je rentrais chez Renaissance vendre la guenille usagée. Moi, c'était cute, là, mais c'était pas comme in. Là, aujourd'hui, c'est in, mais je veux dire, c'était pas si cute que ça, mais c'était quand même environnemental, puis c'était précurseur. Donc, l'aspect environnemental, c'était des valeurs de prendre soin de la planète. Là, tu dis, je vendais de la guenille puis c'était cute, parce que Renaissance, dans la tête des gens, c'est un peu une friperie, tu sais, Ah c'est oui? un peu comme ça. Mais, tu sais, c'est pas juste une friperie, là. Non. Fait que, tu sais, explique-nous, en fait, c'est quoi Renaissance? Ah, c'est quoi Renaissance? Bien, Renaissance, c'est une organisation à but non lucratif qui est née en 94. Puis en fait, c'est une entreprise d'intégration, donc d'insertion d'emploi. On intègre les gens sur le marché du travail avec des programmes. Donc les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils quittent au bout de 6 mois à peu près. 6 mois? Oui. Les employés permanents, c'est une chose, les employés participants. Comment ça s'est créé? Bien, c'est le fondateur de Moisson qui a décidé de créer Renaissance. Puis l'idée en arrière, c'était que Moisson, on donnait la nourriture. Puis là, c'était comment on peut apprendre à pêcher aux gens. Mhm. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il voyait des gens qui étaient bénévoles dans des organisations, mais qui pourraient travailler, mais qu'il y avait d'autres défis, puis qu'on ne les réglait pas, ces défis-là. Ça fait qu'il il a créé un modèle où tu as le modèle économique, puis le modèle américain, puis le modèle français, il l'a mis ensemble. Ça a créé Renaissance avec un modèle économique, puis un modèle social. Puis l'idée, c'était d'avoir une vision où que les individus ont une vraie expérience de travail. Donc, les gens viennent travailler chez nous. Donc, ça, c'est la base de la genèse. Aujourd'hui, Renaissance, ben, c'est encore une organisation non lucrative, charitable, avec un conseil d'administration bénévole. Maintenant, on est partout dans 9 régions du Québec, administratives du Québec, donc de Québec, Gatineau, Lévis, Montréal, Laval, Sherbrooke. Et on a des grands magasins, des petits magasins, des centres de dons. Donc, on a, bon an, mal an, aujourd'hui, c'est rendu plus gros Renaissance qu'avant. Donc, c'est 1,7 million de personnes qui nous donnent. On est à peu près 1600 à 1700 employés.
On aide à peu près de 3000 personnes par année. Dans la réinsertion sociale. Dans l'insertion, OK. oui. OK. On aide il y a à peu près 3000 personnes qui passent dans nos divers programmes chez Renaissance, dans la province de Québec, qui sont réintégrées sur le marché du travail. Notre force chez nous, c'est l'intégration. Donc, c'est tout notre programme fait en sorte que notre pourcentage de gens qui intègrent le marché du travail est à plus de 80 là. Des fois, on frôle les 85 Ça veut dire que 85 des gens qui passent chez nous réussissent à se trouver un emploi ailleurs, maintenir leur emploi. Donc, il y a tout un programme pour venir aider. C'est tout individualisé, là. Tu n'aurais pas les mêmes défis que moi, par exemple. Tu sais, on a chacun notre vie, notre parcours et ce qu'on a passé. Puis je dis tout le temps aux gens, on est toute une journée de la rue, hein. Tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver dans notre vie. Tu peux vivre une séparation, tu peux tomber malade, tu as quelqu'un dans ta famille, tout peut nous arriver, mais on ne sait pas, on peut tous avoir une difficulté. Les gens qu'on aide ont tous une vie. Mhm. Puis il y en a plusieurs qui ont vécu, c'est comme l'itinérance, c'est pas tous des toxicomanes, là. Donc les difficultés peuvent venir de partout. Donc Renaissance s'est grandi avec aujourd'hui presque 70 locaux un peu partout au Québec. On a une entente avec Service Québec, plusieurs ententes pour les programmes d'intégration, mais 95 de nos revenus proviennent de nos donateurs et nos clients. Et je les remercie, là. Sans les citoyens du Québec qui viennent magasiner puis donner, on ne serait pas là. Puis on n'aurait pas des assurances collectives de nos employés, un meilleur salaire pour les employés. On n'aurait pas ça. Donc, c'est grâce aux citoyens. Tu sais, Renaissance, ça t'appartient autant que ça m'appartient. Ça appartient aux citoyens. Il n'y a pas d'actionnaire. Donc, tout l'argent est réinvesti dans l'organisation. C'est impressionnant. Ouais, c'est cool, mais c'est une équipe. Ben oui, mais là, dans le fond, ton modèle aussi d'emploi, qui est. Dans le fond, sur la totalité des employés, il y en a combien qui sont dans ce modèle-là d'insertion, tu sais, sur l'ensemble? C'est ça, il y a plein de types de programmes, là, mais le programme, tantôt, je parlais, disons qu'il y a 1600 personnes sur la paye, Ouais. OK, présentement. Puis, il y en a à peu près comme 1500 qui sont des permanents. Disons comme toi puis moi qui travaillent dans nos organisations. Eux autres, on voudrait tous qu'ils restent chez nous. Mais là, on a un commerce, là, ça fait que ça bouge. Puis, il y en a comme 150 à peu près, là, c'est pour ça que je dis entre 1600 et 1700. Il y en a comme 150 à 200 qui sont sur le payroll dans l'apprentissage. Puis, eux autres, ils vont des programmes de 6 mois. Mais on a d'autres programmes qui sont de 4 heures à 20 heures, qui sont non rémunérés. C'est tous les autres milliers de personnes, là. Ces personnes-là vont être dans des programmes. Ça pourrait être quelqu'un qui a besoin, disons, qui a perdu son emploi, puis qui n'a jamais fait un CV, puis passe une entrevue, il a peut-être besoin de juste de 4-5 heures. Comment se présenter. Puis là, tu peux avoir peut-être quelqu'un, une femme qui a pris une congé de maternité, qui n'a pas le goût de trouver son emploi, a perdu son emploi. Elle a juste besoin d'une couple d'heures de plus. Là. Comment on se présente, quel type de job qu'elle veut, suite. Mais ça peut être aussi la personne qui n'a pas travaillé depuis 1 an, puis elle a besoin. Là, on adapte les programmes selon les heures, puis c'est quoi le besoin, parce qu'il y a du social, puis il y a de l'employabilité. Et ça, ces programmes-là sont non rémunérés, sont à la carte, puis sont gratuits pour les citoyens. OK. Donc, on en a un peu partout au Québec de ces programmes-là. Donc, c'est là qu'il fait le chiffre de 3000. Dans ce modèle-là d'insertion, est-ce que la personnalisation est dans la structure de l'heure ou dans la tâche qui est faite en fonction des besoins des Ça va avec la individus? tâche, OK. en premier. Par exemple, s'il travaille rémunéré, il y a être commis comptable, cariste, manutentionnaire, il y a étiqueteuse, Ah oui. trieur, caissier. Donc, ça va. En fait, là, il y a une étude qui est faite avec chaque personne au début. Puis, il y a autant la capacité de la personne, le vouloir, là, vous avez Ouais. quoi comme personne, et le projet de sortie. Tu sais, si vous allez être caissière chez Super C, par exemple, et vous voulez être caissière dans une multicaisse, mais là, il faut que vous appreniez la caisse avec un nombre d'heures minimum Fait par qu'il rentre avec un semaine. objectif, dans le fond. Ouais, Puis, c'est ça. OK. Fait que là, avant d'arriver à la caisse, il y a les premières semaines à faire. Il faut que vous compreniez au moins la base de mathématiques. Après ça, l'informatique. Là, vous arrivez à la caisse, mais il y a un nombre d'heures à atteindre, par exemple. Mais si vous n'avez pas le goût de faire la caisse parce que les clients, ça vous tape vraiment ses nerfs, vous allez peut-être faire manutentionnaire. Peut-être que vous avez le goût de manutentionnaire, mais si vous avez le goût de retourner à l'école, peut-être que vous allez faire commis comptable. Mais la valeur pour les entreprises après est intéressante parce que là, ils sont comme formés sur une tâche qui va, tu sais. Fait que c'est. Pour le commerce de détail, on est Ouais. un fournisseur d'employés avec une grosse base de formation. Quand Fait même. que parce qu'on a des grands magasins, Renaissance, là, les grands magasins, c'est 25 000 pieds carrés. Donc, sont habitués à gérer du volume, de la grande quantité de marchandises. Donc, ils peuvent aller travailler avec des chaînes de magasins. Tu sais, on a Dollarama, Winners, malheureusement, l'Abbé, mais là, l'Abbé ferme. Ouais.
Mais il y a plein de grands magasins, mais on a aussi des gens avec plusieurs langues qui vont aller travailler dans des centres d'appel, par exemple. Mais on a des clients, mais c'est pas des clients, mais des partenaires, mais le Centre de cardiologie de Montréal, l'Institut de cardiologie de Montréal, ou les CIUS pour l'entretien ménager, parce on a des programmes en entretien ménager. Donc, c'est sûr que ça l'offre des places un peu partout, mais pour l'employeur, là, il reçoit quelqu'un qui a eu des formations. Oui, quand même. Mais aussi que, ben, tu sais, il y a toute l'attitude. Tu sais, parce que souvent, souvent, si vous n'avez pas travaillé plus longtemps, ben, il peut y avoir des problématiques attitude avec le patron. Tu sais, j'ai de la misère avec l'autorité, par C'est exemple. possible. Ça peut. Donc, ça peut être un défi qu'on va travailler, mais ça peut être aussi l'assiduité. OK. Ça peut être dans l'autorité, ça peut être la relation avec l'âge, ben j'aime pas me faire gérer avec plus jeune. Tu sais, ça peut être, il y a plein de C'est très choses dans la vie. granulaire, là. Oui, c'est granulaire. Quand même. Mais il faut le comprendre. Si on le comprend pas, comment on peut aider quelqu'un? Fait que c'est un peu comprendre ce que la personne fait. OK. On s'en rend pas compte de l'extérieur. Renaissance, c'est comme Ben, un gros vendeur de guenilles, puis là, avec des centres de dons. Puis il faut vraiment travailler fort, puis on veut le faire dans les prochaines années, faire expliquer davantage aux gens pourquoi on existe pour de vrai. Parce que de l'extérieur, ça serait, mon Dieu, ils rouvrent des magasins, puis mon Dieu, ils font de l'argent. Ouais, mais être tout réinvesti pour créer des programmes. Mais on ne l'a pas dit assez. Fait que de l'extérieur, les gens ne le voient pas, tout l'aide qui est apporté à la puis population. disons, dans un magasin typique, là, je sais que tu as des formats différents, mais as-tu un pourcentage de gens qui sont justement en insertion versus des employés? Oui, oui, oui. salariés? Tu sais, je dirais qu'on est comme entre du 10 et 20 tout dépendant des grandeurs de magasins. Qui sont en insertion. Oui, c'est OK. ça, ouais, à OK. peu près. Je dirais 20 tu sais, un magasin, tu sais, ça serait 20 disons qu'ils sont 50 employés permanents avec 10 participants en même temps qui sont dans le programme. Puis là, c'est en entrée continue. Ça fait que si vous avez peut-être une personne qui rentre une semaine, l'autre semaine, une autre personne, puis là, il y a quelqu'un qui sort. Ça fait qu'il y a toujours quelqu'un de nouveau puis quelqu'un qui s'en va dans sa recherche d'emploi puis qui nous quitte. Parce qu'ils peuvent... L'interne du programme, c'est que les gens pensent de l'extérieur, qu'on crée ces programmes-là pour nous combler nos postes d'employés. Mais pas tant, parce que 6 mois. Mais sauf que nous, on les oblige à quitter. Ils ne peuvent pas rester. Fait que l'objectif, parce que c'est l'autonomie. Fait que si vous restez dans le même modèle où ce que vous étiez insécure, puis on vous a aidé, puis après ça, on vous reste, on vous aide pas, là. Fait que vous devez aller ailleurs chez un employeur. Si vous voulez revenir chez Renaissance, vous pouvez bien, mais il faut que vous allez attendre 6 mois. Fait que tout ce que les entreprises veulent pas, c'est-à-dire un roulement Nous, on le élevé. fait. Nous, il y a comme un roulement obligatoire dans cette ça. catégorie-là. Puis s'ils veulent revenir, tant mieux, mais il faut qu'ils fassent 6 mois. Donc, tu sais, par exemple, ils ont travaillé chez nous, puis là, il y avait un aide, il y avait le gérant qui était compréhensif, puis il y avait l'intervenant socio-professionnel. Ben, il va aller travailler avec toi avant. Et là, il va dire, ben, quand j'arrive en retard, j'ai pas un intervenant, là. Ouais. J'ai une job à faire. Puis là, après ça, ben, il veut rester avec toi parce que là, il apprend à connaître, il va rester. Mais peut-être que dans un an, il va dire, ah, j'avais rêvé de rester. OK, je vais repostuler. Correct. Mais il refait le processus. Il recommence le processus d'embauche. Donc, on est vraiment dans l'autonomie. OK. Ben, moi, je trouve ça très impressionnant. Ça doit prendre pas mal de monde qui aide à structurer, Oui. à encadrer tout ça, là. Ben, il y a un petit peu plus que 50 intervenants socio-professionnels, Quand des même, conseillers en emploi qui travaillent pour aider. Tu sais, 3000 personnes, c'est pas... chaque individu est important. Tu n'as pas 10 t-shirts pareils. Ben, tu as 10 t-shirts pareils, mais tu n'as pas 10 individus pareils. Donc, c'est comment bien les aider. Fait que ça prend un village pour élever un enfant, hein? Donc, c'est la même chose. Ben oui, donc ça prend une équipe. Renaissance, c'est une équipe. C'est pas ni un homme ni une femme, c'est une grande équipe. Donc, il y a des équipes des insertions, il y a des équipes pour l'équipe de la production. C'est vraiment une équipe qui fait en sorte que toute cette famille-là, cette communauté de travail réussit à accomplir quelque chose d'extraordinaire, à aider autant de monde, là. Parlons, dans le fond, là, tu as dit, il n'y a pas un T-shirt de pareil. Je vais juste faire un pont avec le côté vêtements. T'sais? Dans le sens où toi, t'es là depuis longtemps. Fait que tu as vu le côté seconde main probablement évoluer. Là. Il me semble que ça a beaucoup évolué dans les dernières années en termes de popularité. Perceptuellement, c'est ce que je pense. Ouais. Fait qu'on en est où aujourd'hui? Là? C'est quoi en termes de volume, là, par exemple? Ben, disons qu'on va partir du début, là. Je pense qu'avant, le latin québécois, comme tout ce qui est latin, on a associé l'usager à la pauvreté. Donc, on a associé que, tu sais, moi, j'ai porté le linge des fois de mon cousin, bon. Donc, c'est comme si on avait moins de moyens. Choix, parce que c'était non, c'est ça. C'est ouais. comme, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, c'est comme
Ça change. faire un genre d'échange de linge des enfants et tout. Puis c'était moins in dans ce temps-là. C'était comme, tu recevais à la poche de la battante, puis bon, là, tu choisis dans la poche. Peut-être pas, tu reçois les poches. Ouais, c'est ça. Là, on reçoit les poches. C'est ça. Fait que là, et là, il y a eu des magasins qui se sont ouverts, mais c'était vraiment comme l'aide humanitaire. Fait qu'il y a eu vraiment une transition, et nous, on l'a vécu avec une démocratisation de la clientèle. Ça a apporté que les donateurs nous donnaient plus, puis là, le client commençait à venir. Mais la grande démocratisation que j'ai vue, où il y a plus de classes de société venaient, je te dirais, disons 2016-2017, j'ai vu un changement, surtout quand on a modifié le look de nos magasins. Là, si on parle de la marchandise puis le volume, c'est phénoménal la différence. Mais ça vient ensemble, je pense. Bien, en fait, disons que je prendrais le même nombre de personnes qui donnaient, Ouais. là, 15 ans, puis aujourd'hui, le volume de marchandises est plus élevé par individu, par famille. On OK. consomme plus d'items par individu. J'ai pas l'exemple précis, mais disons, les chiffres que j'aurais, c'est que disons que tu pourrais donner, disons, une fois et demie par année, parce que tu fais le ménage de garde-robe, ben, tu es peut-être plus à 2,5 cette année. Tu sais. OK. Tu consommes plus d'items de décoration, par exemple. Tu sais, on change les affaires de la cuisine. On dirait qu'après 5 ans, c'est désuet, mais pourtant, c'est pas désuet. Mais on est là-dedans, là, des fois, changer le frigo assez rapidement, puis il faut que ça fitte avec le poêle. Si le poêle On consomme fonctionne plus, on consomme plus. Mais il y a aussi la qualité dans la marchandise qui est différent, là. Fait que, Positif ou négatif? négatif. OK. On te donne des poubelles, mettons. Ben, en fait, c'est que la qualité de l'item qui a été consommé au début a une moins longue vie dans la circularité. Je comprends. Tu sais, disons, on va prendre, on va nommer un chat. Si vous achetez une paire de jeans Levi's, dans les années, voilà 10-15 ans, la jeans Levi's, elle t'éteignait presque pas, puis elle t'a fait au moins un bon 4-5 ans, puis on n'avait pas de genoux, à part les enfants, là, mais un adulte n'avait pas de genoux qui commençait à venir d'une autre couleur, par exemple. Mais aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'on achète, il ne dure pas aussi longtemps, tu sais, dans certaines qualités. Fait que là, si on sort de ce marque-là, puis on va dans d'autres marques, mais la qualité a vraiment baissé, ce qui fait que ben, dans un prix de base, le revenu qu'on en fait, même si plusieurs consommateurs pourraient penser qu'on vend toujours plus cher puis plus cher, mais notre coût, nous, c'est la main-d'œuvre. Si je t'emmène l'équivalent de 5, 7, 800 sacs par jour dans ton magasin, puis qu'il faut que tu le tries, il t'en faut du monde pour ouvrir ça. C'est clair. Donc, c'est énorme, là. Mais si je prends juste au siège social, ben des fois, c'est l'équivalent de 1000 sacs par jour qui rentrent juste à la porte du centre de don. Donc, cette quantité-là, il faut que ça soit traité. Donc, c'est tous des êtres humains. C'est pas 2-3 personnes, là. C'est des 20-30 personnes. Donc, cette personne-là est payée le salaire décent d'ici, avec des conditions de travail, des assurances collectives. Mais ça, il y a un coût. C'est quand on arrive à la vente, ben, c'est là que quand on voit la qualité, ben, qu'est-ce qui reste? Il faut qu'il reste une marge. Mais les marges ne sont pas grosses comparativement à le commerce traditionnel. Donc, plus le volume augmente, mais si la quantité, la qualité n'est pas là dans la quantité, ben, ça demande beaucoup plus de travail pour réussir à faire la même argent, par exemple. Tu as aussi parlé de changement de clientèle. Tu sais, la clientèle a changé au fil des années. Ouais. Puis, là, je ne sais pas, est-ce que la clientèle change-t-elle parce que les produits changent aussi? Fait que, tu sais, est-ce que les gens donnent plus des items attractifs? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient ensemble? Probablement. C'est sûr que quand tu augmentes la quantité et le nombre de personnes, ta diversité de produits est là. On s'en rend dessus. Fait que peut-être qu'il y a plus de chances d'avoir des souliers Chanel que peut-être que si. Il y en a dessus des souliers oui, Chanel. Vraiment. Chanel, je veux dire, mais on a tellement eu des éléments assez cocasses, là. J'en veux un. J'en veux un. Ah, cocasse. Ah, écoute, ben, j'avais pensé à Salut Bonjour avec le jonc, la bague de mariage en diamant. Fait que là, on s'était dit, nous, ben, peut-être qu'elle a dit non, puis il n'a pas voulu la garder. Ben, c'est dit, moi, je la vends. On avait eu une œuvre d'art qu'on a remis au musée de Victoriaville. C'est une œuvre en bronze d'un artiste de Victoriaville qu'on avait remis. Mais on a déjà eu une copie d'un Stradivarius qui en avait juste 800. Qu'on avait eu dans un centre de don. On a eu des œuvres d'art qu'on a remis au Musée des Beaux-Arts. Mais on a eu des sacs complets de souliers Chanel, du Hermès. On a eu un piano à queue
Je me souviens pas de la marque, je m'y connais pas. Mais La raison est pas simple. la personne avait payé le transport pour le don, l'apporter, puis payait le transport pour la personne qui l'achetait, Wow. tellement elle était dévouée à vouloir donner à la mission. Puis elle voulait pas que ça nous coupe un coup pour le transport. Il y en a plein de faits cocasses comme ça, parce qu'en fait, pour être drôle, en fait, tout ce que quelqu'un a à la maison, aussi intime qu'il puisse paraître, peut se retrouver chez nous. Donc, quelqu'un qui veut se débarrasser de ses oiseaux, ben, il peut emmener à la cage avec ses perroquets ou ses pinsons vas dans la cage. l'accepter. Ben, il nous le laisse sur le bord de la porte des OK, fois. mais il n'y a pas quelqu'un qui l'accueille et dit excuse-moi, les pinceaux vont Absolument, encore non, dedans, là. C'est ça. OK. Mais tu sais, on travaille avec la SPCA. Sinon, on va les revendre ou les donner pour être certain qu'ils ne meurent pas, là, tu sais. Mais on travaille avec J'aurais la pas SPCA. pensé à ça. Ah oui, on a eu un furet, on a eu des oiseaux, on a eu des poissons, on a eu... OK, fait que ta C'est cocasse, c'est cocasse. C'est pour ça que les employés disent, ils appellent ça la chasse au trésor, hein? Ben, c'est Parce clair. que tu découvres des choses des fois très personnelles. Je me demande pourquoi on met ça dans un don, parce que je me dis, c'est un peu perso. Fait que dans l'évolution de cette clientèle-là, tu sais, au début, tu disais on associait le seconde main avec le côté un peu plus pauvre, ce qui est moins le cas aujourd'hui, Ah oui, du moins. Tout à fait. C'est quoi qui est le principal intérêt, tu penses, à acheter de seconde main dans ce que tu vois actuellement? Avant, disons qu'on vient avant pandémie, là. La démocratisation qu'on a vue, ça a été vraiment sur tout type de clientèle. Tu sais, avant, disons, le premier du mois, les allocations familiales, Ouais. la pension des personnes âgées, c'était comme les semaines, tu sais, puis on le savait, ça, c'est au monde de 15 ans. Puis par la suite, on a vu une démocratisation, tu sais, au point de vue de l'éducation. Après la pandémie? Non, avant. Avant. Fait que là, disons, 2014, 2015, 2016, 2017, on voyait une augmentation de cégep, après ça d'université, en pourcentage qui avait magasiné, et le montant du salaire aussi. Et là, on a vu dans les sondages qu'on faisait, tu sais, on voyait que il y avait l'aspect économique, mais là, on commençait à voir l'aspect environnemental. OK. Mais c'est sûr que quand le monde vient de chez nous, c'est économique en premier. Ils veulent la variété, puis ils veulent un bon prix. L'aspect environnemental embarque. Plus les années avançaient, plus l'aspect environnemental était là. Puis dans les donateurs, on s'est rendu compte que plus on ouvrait de centres de dons, la proximité, puis quand on parlait de notre mission, les gens y étaient accrochés. Ils sentaient qu'ils savaient à qui ils donnaient, puis ils voyaient un visage. La pandémie est arrivée, c'est sûr que là, il y a une autre montée, mais là on parle des personnes, le revenu, là. Pas simple, là, ce que les gens vivent. Tu sais, la classe moyenne est plus bas, c'est pas simple. Puis on est étouffés, les gens ont été pris de court avec les taux d'intérêt qui montent. La Banque du Canada nous avait promis, ça ne monterait pas ou presque promis. Ça l'a monté, les gens se sont trouvés étouffés. Et là, tu as l'épicerie qui montait. Donc, on s'est retrouvé avec une diversification de clientèle que là, il y avait aussi des besoins. Moi, je fais le pari que c'est comme les produits du Québec, là. S'ils l'essayent, ils le gardent, tu sais. Je me dis, je fais le pari qu'il y en a qui sont venus, puis on a vu un pourcentage aussi en même temps des Québécois qui achetaient usagés dans les magasins. Ça fait que moi, je fais le pari qu'ils ont essayé, puis sont venus. Mais il y a des gens encore qui refusent d'aller dans l'usager. Là. Je connais des gens qui... C'est quoi les principaux freins, mettons? C'est-tu l'aspect propreté, mettons, de perception d'eux? Il y a la propreté. Un des freins majeurs, c'est que les gens se disent, vu que je donne à un organisme, il ne faut pas que je l'enlève à quelqu'un. Ah, quand même. Mais ça part d'une bonne... C'est une belle valeur, mais la quantité, les gens ne comprennent pas la quantité qui est donnée, c'est qu'on n'enlève rien à personne. Puis en plus, chaque personne qui vient consommer vient aussi aider l'environnement puis l'économie locale. Fait que ça, c'est un autre frein. La première, oui, la propriété, ils se disent, oh mon Dieu, mais on oublie que le produit neuf aussi, il faut le laver. C'est clair. Il y a des produits chimiques dedans. C'est clair. Donc, il faut y faire attention. Surtout que les nouvelles marques qui arrivent, des fois, qui ne respectent pas, ben il faut vraiment le laver. Donc, dans l'usager, c'est la même chose, il faut le laver. Puis, on n'a pas eu de contamination ou de situation. Donc, il n'y a pas de danger à acheter l'usager. Puis, il y a aussi l'aspect, ben je vais-tu le prendre avec quelqu'un? Puis, il y a toute l'idée dans la tête préconçue de, mon Dieu, si quelqu'un me voit, aller magasiner. Encore? T'as encore ça? Je pense qu'il y en a moins, mais il y en a encore. Dans le temps qu'on avait des sacs de plastique, là, quand le monde achetait... C'est une autre époque. Oui, vraiment une autre époque. Mais les gens sortaient et ils verraient le sac à l'envers pour ne pas voir le logo. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il sera fier de voir le logo. Mais on a encore à gagner parce que c'est des grands magasins,
Fait que là, on veut diversifier, puis on se dit, on fait-tu des plus petites boutiques spécialisées? On a commencé, on fait des tests, on veut s'améliorer. Là, on a peut-être un modèle qu'on aimerait travailler, on a fait des études. On se rend compte que c'est pas tout le monde qui viendrait d'un grand magasin, mais dans le plus petit, il aimerait peut-être ça, parce qu'il faut essayer de convaincre le citoyen de mettre le pied dans ces modèles-là si on veut faire une différence au point de vue circularité, là. Tu sais, la circularité, c'est autant, oui, la production qu'on n'a pas le contrôle. On a le contrôle sur notre achat. Voter, acheter, c'est voter, hein, Laure Varidel. Ouais. Fait qu'acheter, fait qu'on peut choisir notre item. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens, là. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter une paire de pantalons qui dure plus longtemps. Par contre, les personnes, ils ont peut-être une autre action qu'ils peuvent poser, aller dans l'usager. Mais souvent, c'est ça, il y a encore cette barrière des fois, ça fait qu'il faut convaincre les gens. C'est pour ça qu'on a modifié le look de nos magasins. L'idée était toute là-dedans, d'augmenter notre pourcentage vendu localement. Tu sais, les gens disaient, ah, c'est ça, ils veulent faire plus d'argent. Non, non. L'idée, oui, on veut faire plus d'argent pour mettre dans Mission, Ouais, mais c'est. mais l'idée, c'était d'augmenter notre pourcentage de réemploi local. C'est pour ça qu'on est passé de 6-7 de réemploi local, puis en textile, on est proche du 26-27 puis on a fait ça dans les 10-12 dernières années. Mais plus on augmentait notre clientèle, plus on était capable de vendre un nombre d'items localement, ben, plus on diminue nos gaz à effet de serre, puis on diminue la quantité qui va aux ordures. Puis disons que je regardais un produit neuf, là. Je l'achète de seconde main versus je l'achète neuf. C'est quoi le pourcentage moyenne? Je sais que ça dépend, Ouais, ça varie. Mais c'est sûr que si, disons, on va dans la valorisation des jouets de notre petite boutique, puis on regarde, on teste tout, puis on arrange tout, puis on lave tout, puis on répand, puis machin, c'est à peu près 50 moins cher. OK. Si on va dans les autres items, dans plusieurs items, là, on va être dans du 70 des fois moins cher. Vêtements. Mais il y en a d'autres, ça va être 50 Ça va dépendre de l'item ou ce qu'on se situe dans la braquette. OK. Mais on essaye vraiment. En fait, on fait une étude de prix dans l'ensemble. Fait qu'on a un gros privé américain qui est en face de nous comme joueur. Fait que nous, on est sans taxe. Fait que nous, on veut être moins cher au prix de base qu'eux autres, ils vendent. Puis en plus, on est sans taxe. Fait que c'est déjà notre règle tout le temps. Puis on a regardé nos coûts. Fait que là, on n'a pas augmenté le prix l'année dernière. Cette année, on ne le sait pas. À date, on ne pense pas, mais on n'a pas augmenté nos prix de base. Puis on va voir comment ça va. Mais on essaie tout le temps d'être moins cher. Plus, on est sans taxe à 15 parce qu'on est charitable. Pas parce qu'il y a une mesure qui a été faite. Il n'y a pas de mesure. Parce que si on serait un OBNL non charitable, Ouais. on est obligé de charger des taxes. OK. Mais nous, on a fait un choix où on ne se fait pas rembourser toutes nos taxes quand on fait des achats d'équipement. Mais on voulait donner à nos clients la chance de pouvoir acheter sans taxe. C'est un choix de société, d'organisation qui a été fait. Puis comment tu établis? Parce que là, tu disais tantôt, on le voit dans la qualité des produits. Tu sais, ça a quand même diminué en ce qui se faisait et tout ça. Fait que, mettons, sur 100 de ce que tu reçois, là, il y en a combien qui est revendu? Je viens à peu près. Dans le textile, c'est 26 localement. Quand même. Normalement, ce qu'on reçoit en total, là, il y a 50 qui peut être mis sur le plancher de vente, puis il y a 50 qui ne peut pas être mis sur le plancher de vente. Parce que c'est pas adéquat, parce qu'il y a trop de travail. Parce que des fois, le zipper, le bouton... c'est ça, c'est brisé. Oui, c'est ça, il est sale, puis on ne peut pas le détacher. On sait que ça ne sera pas détachable. C'est sûr que, tu sais, c'est une marque de très haut de gamme, puis on sait qu'il y a une possibilité, mais on va peut-être la mettre sur le plancher, puis la personne, elle va l'envoyer au nettoyeur à sec ou quelque chose comme ça, parce qu'on sait qu'il y a une possibilité. Mais sinon, tout est une question de coût, là. Parce qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, tu as de la main-d'œuvre à mettre. Il y a de la main-d'œuvre qu'il faut mettre. Mais l'objectif, c'est pour ça qu'on fait notre projet de recyclage, c'est pour ça qu'on fait le projet de réemploi, c'est pour ça qu'on ouvre d'autres modèles de magasins pour augmenter notre réemploi. C'est pour ça qu'on travaille sur les centres de dons, parce que les centres de dons, comparativement aux boîtes, notre taux de déchets est plus bas, donc on peut réutiliser plus de biens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis, boîte versus centre de dons? C'est parce que quand on le met dans la boîte, disons, tu vas les porter. Ouais. Puis il mouille, comme la semaine passée, samedi et dimanche, je comprends. La porte est un peu ouverte. Bien, tout ce qui est dedans, il faut le jeter. Je comprends. OK. L'été ou l'hiver, il y a moins de dons. Au lieu de passer à tous les jours, je passe aux 3 jours. L'humidité est poignée dedans. Je comprends. Tu as mis une TV à l'électricité, à l'humidité. Fait qu'il y a une quantité qu'on jette ou qu'on peut moins utiliser. Je ne dis pas que les boîtes ne sont pas bonnes, là, mais là, j'invite les gens à faire attention à qui ils donnent parce qu'il y a des privés qui vendent à l'exportation, tandis qu'il y a des organismes
qui viennent en aide à l'émission, puis ils redonnent ou ils revendent localement. Ouais. Fait que, mais nous, en faisant le changement de modèle, ça a facilité la vie. Puis ce que les donateurs nous disent, c'est qu'en fait, on ne se casse pas la tête. Je peux t'emmener une TV de 50 pouces, je peux t'emmener des vêtements, je peux t'emmener des bijoux, je peux t'emmener des verres d'une boîte, puis ils ne seront pas tout pétés. C'est ça l'idée, c'est de prendre soin du bien dès le départ. Puis nous, on se dit, tu sais, en fait, tout passe de la confiance. Nous, on se dit que les citoyens nous font confiance quand ils viennent chez nous pour un service d'employabilité. Fait qu'on n'a pas, on peut pas perdre. On doit tout faire parce qu'il nous a donné sa confiance pour qu'on l'aide. Bien, le donateur, c'est la même chose. Il nous a donné sa confiance en nous donnant. On doit tout faire pour maximiser le bien qu'il nous donne parce qu'il nous le donne parce que c'est pour la mission. Fait qu'on est sa confiance. On essaie de travailler au maximum qu'on peut pour aider les gens puis prendre le don à son maximum pour lui donner une valeur.